Ah, bah, c'était une vie absolument délicieuse. Déjà, tout ce qui faisait, un peu californien, ça c'était notre bande, hein. Tout ce qui faisait un peu californien, c'était ringard. C'est-à-dire que, par je ne sais quel miracle économico-social, on n'avait absolument pas besoin d'argent. Il y avait plein de bandes, des bandes adverses aussi. C'était drôle. Les riches, ringards. Il y avait Christian Louboutin. Les pauvres, ringards. Marie-Jeanne, Pauline. Mais les comme ça, fiers d'être riches, toute ringards. la bande à Jean-Pierre Calfon, tous ces amis-là, Octavio, Castelbajac, Poiret. Toute une sorte de collectif. Les t-shirts très mous, passés par-dessus les composé pantalons. de créateurs de mode qui auraient pu devenir chanteurs de rock, de chanteurs de rock qui auraient pu devenir comédiens. Extrêmement ringard, c'était les gens qui dansaient comme des danseurs. Ça, c'était pas supportable non plus. C'est-à-dire tous les gens pas très à l'aise, parce que c'était bien être à l'aise en revanche, en dansant, mais qui dansaient très comme ça, très, je le sens quand je danse. Petite bouche, petites lèvres, ringard. Mais ça, c'était excusable parce que bon, on a la nature qu'on a, donc ça, c'était bon. On pouvait aimer quelqu'un qui avait des petites lèvres, mais c'était un peu gênant. Donc il y avait, si tu veux, un peu des gasolines versées dans la mode qui s'appelait Maud Molineux et Adeline André. Éric Buch, qui était le grand ami d'Edwige. Il y avait Paquita. Toute l'équipe qu'on a appelée la bande des Halles. Après. Forum des Halles. Les gens pas maquillés. Punk. Très ringard. Mais les filles fraîches. Plus versées dans la fashion que d'autres. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est un territoire de gens bien habillés. Je suis convaincu que Paris est la capitale du monde au niveau de l'évolution. Les gens qui ne fumaient pas, ringards. Les gens qui ne prenaient pas de drogue, ringards. Branchés sont évidemment les points phares. Ils auraient pu prendre en main la destinée de la ville. Et donc, beaucoup de choses sur la planète. Ils en avaient les moyens intellectuellement, voire financièrement. Ils auraient pu ouvrir des cafés, ils auraient pu ouvrir des boîtes, ils auraient pu ouvrir des journaux surtout, ils auraient pu exprimer leurs idées. Et tout d'un coup... Les gens qui passaient pas une journée pour s'habiller, complètement ringards. De servitude, du luxe. Il y avait un côté un peu stagnant, quoi, juste avant l'explosion de 77. Il y avait l'époque des gasolines, l'époque du phare, l'époque de tout ça qui était en 73, 74, 75. Ça, c'était un groupe. Le phare, homosexuel, d'action révolutionnaire. Ils étaient cultivés, ils savaient de quoi ils parlaient. J'entendais Nietzsche, Marx, j'entendais des mots que je ne connaissais pas. Et il y avait des Folas. La naissance des gasolines qui ont démontré que l'extravagance pouvait être une sorte de révolution. Ça avait l'air de lui faire de la peine, l'évolution actuelle. Moi, ça m'étonnait. J'aurais pensé juste le contraire. Il disait contre eux, des gens comme lui et des Louba ou des Arabes, il y avait des tas de liens. Et puis, que s'ils se mettaient à se poser en victime, forcément ça couperait ces liens, cette communauté des marginaux. Pour quelqu'un de Manhattan, il était un peu attardé. Il devait avoir trop lu ses romans en 1901, alors qu'aujourd'hui les gay people que je connais, c'est plutôt cocaine et champagne et disco. Mais ça me touchait, c'était un peu naïf, très continental. Cette idée d'être malgré tout un outlaw. Bon, d'abord, il y a eu l'événement le plus important qu'il y ait jamais eu à Paris dans la nuit, qui a été l'ouverture de chez Castel. Quand on arrivait là-bas, au début des années 60, il y avait Orson Welles écroulé par terre, Bardot, Jane Fonda, enfin, etc. Donc c'était un lieu, on peut ça,
très très drôle et chaleureux. Bien, il y a Régine aussi, parce que Régine, quand même, ça avait beaucoup de succès à l'époque, encore c'était bien. Aller chez Régine, ça valait. Et puis l'Epi Club et après le Castel, tout ça, c'était quand même des trucs qui faisaient que Paris avait une vie amusante. Mais les premiers Régine, je ne parle pas des tout premiers qui étaient rue du Four, mais le deuxième à Boulogne-Montparnasse et les premiers Castel, c'était assez modeste tout ça quand même. Mais ça avait une magie. Et quelquefois le luxe ou l'installation trop parfaite tue ça. Par la suite, il y a eu une transition vers vraiment le style disco. Et ça se passait donc dans des boîtes plutôt gays, comme le 7 rue Sainte-Anne, qui est vraiment une légende, hein, qui était donc tenu par Fabrice et Maher. Paris serait peut-être passé à côté de l'époque s'il n'y avait pas eu Fabrice, parce que quand même, un an avant, à Paris, c'était avant le 7, c'était quand même très, très, très rigide. Mais il y avait déjà tout le début de la musique noire, la Tamla, Marvin Gaye, compagnie. Et ça a créé une ambiance, parce que c'était ça mon but, c'était d'être un bout en train, de mettre un disque, crier, hurler, sourire, aller inviter les gens, aller danser. Voilà, c'était plus ce rôle, le metteur en fête. On avait une ambiance fabuleuse. C'était tout petit, hein, donc c'était facilement rempli de gens bien. Vous voyez, on n'avait pas assez de place pour voir des gens laids. Edwige était formidable, très très belle et très touchante. Hein. C'était des gens assez paumés et qui avaient très très envie de rencontrer des gens du monde. À cette époque-là, je crois que je vivais avec Serge Kruger. Au-dessus du Diable des Lombards. Je traînais avec Philippe Morillon, toute cette petite bande-là, et on allait au Club 7. C'était la seule boîte où on avait envie d'aller. C'est bizarre, à l'époque, il n'y avait pas vraiment le choix, ou alors... Enfin, je ne sais pas pourquoi c'était le seul endroit, quoi. Donc, faire le pied de grue, ça veut dire rester longuement, se faire refuser par le videur, appeler je ne sais plus qui te refuse aussi, appeler je ne sais plus qui te refuse aussi. Puis un beau jour, Fabrice dit « Eh bien, entrez. » Et puis comme je ressemblais à un petit garçon prépubère, Fabrice m'a adorée immédiatement, m'a complètement adoptée. Je suis devenue genre sa fille adoptive virtuelle, quoi, quelque part. Donc lui, il a eu l'instinct de mélanger et il organisait un petit peu aussi. Il disait « Ah, on rencontrait la merveilleuse, la sublime Edwige, mais rencontrer mon ami, Loulou, vous êtes faite. » Enfin bon, donc il mettait en scène tout le monde ensemble et c'est une véritable invention qu'il a eue. Fabrice avait quand même une sorte de génie pour réunir les gens, faire des mélanges impossibles, et puis c'était quand même la gentillesse même. La même chose. C'était Burt Lancaster dans Les Guépards de Visconti. Fabrice était comme un conte, hein. C'était quelqu'un qui ne ressemblait à personne. D'ailleurs, il était exempt à peu près de toute mesquinerie. Je pense qu'il s'était créé d'après. C'était vraiment pas un petit bourgeois. Ça n'était pas un grand bourgeois non plus. D'ailleurs, il était d'origine fort modeste. Et Fabrice, quelqu'un pour moi, quelqu'un de plutôt d'admiration. Il a appris beaucoup de choses, le sens de fête, générosité. C'était la séduction qui était le moteur. Donc lui-même, il était toujours en instance de séduction, si tu veux. Et peut-être pour tous les motifs. Hein. Et s'il avait envie que toi, tu sois là, que tes amis soient là, il savait, en tant que prince de la nuit, dire allez, ça ne verra jamais l'entrée, ça boira toujours un verre, ça sera là en permanence parce que ces gens-là m'amusent, etc. Mais moi, quand je te dis là, ça fait presque grivois, c'était quelqu'un, il savait installer une chaleur avec des gens dont il avait envie.
Il ne donnait pas l'impression de marcher, il donnait l'impression de voler sur un tapis roulant, comme ça. Il sursautait, il avait la mèche, comme ça, brochinguée, qui volait. Il disait aux gens, comment allez-vous, mes bébés des rêves. Il avait créé vraiment un personnage. C'était un conte viscontien, vraiment. Fist fucking Bodrax, Greenwich Village, SL, Moustache, 77, Suzy Vice, Disco, Angel Dust, New York Dolls, Disco, 54, New York, Héroïne, 80, Cocaine, Studio 54, le 7, Élitiste, minuscule, Ringard, le 7, Ringard, 78, Studio 54, gigantesque, branché, chic, 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 New York. On va faire mieux. On va faire mieux, on va faire plus grand, on va faire comme nous savons le faire, plus chic, plus racé, à la française. L'ambition du Palace, c'était de créer un lieu nouveau à Paris, ça c'est clair, qui n'avait jamais existé et qui pouvait rassembler toutes sortes de gens, alors que jusque-là, il y avait des lieux qui étaient affectés pour les bourgeois, des lieux pour les gens un peu riches, des lieux pour les hétérosexuels spécialement, pour les homosexuels, il y en avait tout. Et nous, on a voulu faire avec le Palace une alliance de tous les genres qui pouvaient exister, qui avaient envie de faire la fête la nuit. C'était notre première ambition. Alors Fabrice voulait retrouver une ambiance qu'il avait connue dans un bal de marins où se mélangeaient pas mal de gens de toutes les classes. Une espèce de... Il avait un peu une vision de mécène roi, un peu. Il fallait toujours qu'il y ait une espèce de majesté dans ce qui devait être fait. Et en même temps, il avait des images du bal de Bestegui, où les gens étaient d'une beauté et déguisés et faisaient partie de la haute société. Donc c'était ce mélange-là qu'il a Et là, il m'a dit, voilà, sous le sceau du secret, je t'annonce que j'ai acheté un théâtre. Michel Guy, qui était un client du restaurant Le 7, un jour s'est trouvé confronté à un problème avec le directeur du Palace qu'il avait à ce moment-là nommé, et c'était sa première année du Festival d'automne, et nous a proposé de pouvoir prendre. Le Palace a été... relativement... C'est une chose folle, en fait. Le Palace a été fait sans un centime d'argent. C'est en réalité, Fabrice n'avait pas un sou pour le faire. Ça a coûté très cher. Et tout ça a été fait avec, non pas avec des emprunts bancaires, je veux dire, mais en fait avec des crédits d'entreprise. C'est-à-dire les entreprises ont avancé les sommes. Alors, qui veut dire qu'entreprise avance les sommes, veut dire que vous avez beaucoup de mal à discuter les devis. Donc ça a coûté probablement plus cher que ça aurait pu coûter. Mais par ailleurs, je veux dire, le Palace, avant son ouverture, était monstrueusement andé. Enfin bref, on a quand même équipé ce lieu qui était un lieu très, plutôt à la dérive, et on l'a réhabilité, quoi, un grand lieu, et un lieu où quand même il y a eu, je ne sais pas combien de concerts, il y a eu une année, il y a eu 460 concerts sur 365 jours. C'est quand même la première fois qu'il y avait un lieu où se passait autant de choses, des émissions de télévision, des spectacles, des concerts, des défilés de mode, des fêtes, enfin c'était... C'est très vite devenu les soirées mondaines, quoi.
mondaine de luxe, avec des gens sortis totalement de la jet set, d'Harper's Bazaar, etc. Et donc des couturiers, et donc au fond l'apologie du luxe, c'est-à-dire du fric qui pompe la planète entière, enfin des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, sur lesquelles personne n'est d'accord, mais qu'on subit et dans lesquelles tous ces gens-là, branchés, ont trouvé fascinant de passer de leur esprit révolutionnaire à un esprit... Les gens venaient de France entière et de l'étranger, je veux dire. Même pour l'Amérique, c'était... Enfin, on avait une clientèle étrangère très importante. C'était le lieu où on ne pouvait pas passer quelques jours à Paris sans être allé au Palace. On était ridicule. Et ça a été la consécration de ça au Palace. Le Palace a été la charnière vraiment évidente de la fin du mouvement pas de révolution, mais enfin de contestation, qui a par lui-même, qui s'est cassé la gueule par lui-même pour tomber dans l'apologie du luxe et de tout ce que ça comporte. J'avais ma table, ma bouteille, mes amis. C'était comme une deuxième maison. Hein. Je me sentais chez moi. On était chez nous. Ça, on était chez nous. Et c'est très agréable d'arriver dans une si grande maison. On vous invite à danser. Enfin bon, quand on a 10 ans, on est content d'avoir sa table, sa bouteille, et qu'on vous invite à danser. Enfin, c'est plutôt bien. C'était la famille. C'était l'esprit, c'était la famille. C'était notre Olympe et on était là et on en connaissait les coins, les recoins, les machins. Il y avait des gens qu'on aimait, il y avait des gens qu'on n'aimait pas, il y avait des gens qui nous aimaient, des gens qui nous aimaient pas. Mais globalement, c'était très maman. C'était amusant de se promener, de monter, de descendre, de parler à toutes sortes de gens très très différents. S'il n'y avait pas un tel qui n'était pas là pendant 1 heure, on savait qu'il devait être en train de baiser tout en haut. Alors fallait monter. C'était tellement grand en plus, il y avait tellement une vie dans tout, à chaque étage, et dans les toilettes, et dans la mezzanine, et dans le truc. Vers la droite, si c'était un tel, c'était plutôt vers la gauche. On pouvait retrouver tous les gens dans toutes les situations. Des petits drames ici, des petits drames là, les petites histoires de drogue ici, les vers là, mais surtout des histoires où on rencontre quelqu'un et puis on essaie de séduire, et puis après on redescend. Qui était entre les 2 étages, là. C'est carrément toute la vie de l'après-midi. C'était un endroit de passage où les gens montaient et descendaient et tout. Et on avait il y avait des tables, là. Là, il y avait des grandes conversations, là. Tout le monde parlait à tout le monde, globalement. Enfin, quand je dis parler, je veux dire, il y avait quelqu'un qui vomissait sur la table. Moi, je me rappelle un vague souvenir. J'avais déroulé les escaliers du privilège. Donc je m'étais cassé la gueule, comme ça, je les avais déroulés, j'étais assez saoul, enfin même très saoul. Et puis tout à coup, je lève la tête, je vois, j'étais au pied de Monsieur Saint-Laurent, et puis je lui ai vomi sur les pieds. Voilà, bon, c'était assez ça. Hein. Les conversations entre les gens qui ne se connaissaient pas, c'était assez ça. Puis après, il y avait des gens comment il s'appelle, ce philosophe qui est en pantoufles, là, Barthes. Il était là aussi, bon. Puis il sortait de chez lui, il écrivait, il faisait ses trucs, il écrivait, puis il se disait, bon, pourquoi pas sortir, pourquoi pas. À cette heure-là, maintenant, j'ai écrit, je sors, et donc il sortait avec ses pantoufles, et puis il revenait, il écrivait. Donc il y avait plein de gens comme ça qui venaient, nous on dansait, on se parlait, on entendait des choses qu'on oubliait les 3 quarts du temps. Et les gens se refaisaient une vie là-dedans. Ils avaient une vie dans un coin là, et le temps d'aller aux toilettes, tout à coup, c'était toute une autre épopée, quoi. C'était tout un voyage. Puis il se passait autre chose là-bas tout à coup. Donc en fait, tu pouvais rester toute la nuit et avoir vécu 50 trucs différents. Mais des petits trucs, mais qui deviennent sublimes ou gigantesques quand on est au milieu du truc. En plus avec
Quelques verres de champagne, ça rend toujours les choses plus excitantes, c'est sûr. Et ça a coulé à flot, je dois dire, là-bas. Ça a toujours été... Là, c'était un truc aussi, c'est que Fabrice était toujours hallucinamment, incroyablement généreux avec l'alcool et les fêtes, quoi. Je comprends pas comment il a réussi à se tenir à flot, quoi. Il y avait toujours... C'était pas écrit, je veux dire, c'était pas une entreprise à but non lucratif, loin de là, mais je pense que inconsciemment, le public sentait qu'il y avait quand même une dimension d'extraordinaire gratuité. Gratuité d'abord parce que par le nombre d'offerts extraordinairement inquiétant d'un point de vue fiscal, et aussi par une gratuité parfois d'un projet ou d'une disposition ou d'une modification ou de quelque chose qui n'était pas toujours non plus facile à expliquer. Tout le monde a envie de sortir, il n'y avait pas vraiment d'endroit à Paris, et quand ça a ouvert, c'est devenu un peu la place du village, quoi. La place du village parisien. C'était une sorte de fête de l'humanité, un peu. C'était un tournage de Cécile B. 2000 extras comme ça qui tournaient dans la même scène, mais il y avait de la travelotte du bois. Moi, je n'ai pas eu conscience, sur le moment, de vivre un événement aussi important. Tout le monde mélangeait. Parce que d'abord, on travaillait. Quand on travaille, c'est très différent que quand on est simple spectateur. Donc c'était une activité professionnelle importante dans laquelle on mettait toute notre sensibilité, notre cœur. Mais c'était une activité professionnelle. Bon. Donc avec ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire ces moments de fatigue, quand on se tapait à tour de rôle 3 heures la porte. À un moment donné, c'est du boulot, hein, c'est pas de l'amusement. Bon. Et je peux dire qu'elle était dure la porte. Hein. Il faudrait quand même un look hein, pour rentrer. Hein. Il y avait une physionomiste à la porte. D'abord, c'était Louise. Après, c'était Jenny Belair. J'étais ce qu'on appelle la portière du palace, dès l'ouverture. C'est-à-dire, j'étais la personne qui choisissait les gens qui rentraient ou qui ne rentraient pas. Il y avait quand même... il y avait 6 gardes du corps de chaque côté, 3 de chaque côté. Et puis moi, la petite au milieu, la petite maigre grande au milieu qui... Il y avait des gens qui arrivaient... Et des gens friqués, des gens qui... On leur refusait la porte, il y avait, par exemple, quelqu'un extravagant, merveilleux, il rentrait. C'était un peu près dans cet esprit-là, mais bon... il n'y avait pas beaucoup de refus. Par combien de jours? 3, 4? Je suis désolé, je ne peux pas. Oui, il faut dire... Oui, oh, comment vas-tu, monsieur? Oui, tu es merveilleuse, tout chic. Tu es splendide. Une horreur, ça fait chier, ça, non? Oui! Ah, le monsieur là-bas, oui, il faut entrer, vite. Mais enfin, c'est qui là-bas? Il est sale. Et alors, entrez, chère les gens du peuple. Beau, qui nous paraissait beau. Pas riche et célèbre. Hein. Évidemment, pour le coup, il y avait beaucoup de gens célèbres. Hein. Et puis, accessoirement riches également. Les comptes en banque, on n'était pas contre. Mais on laissait rentrer aussi des gens pauvres, pourvu qu'ils aient eu l'allure, la sympathie. À la limite, on leur donnait, nous, des conseils. Moi je me souviens, moi-même, en train de donner des conseils à quelqu'un dont j'aimais le visage, j'aimais la bouille, j'aimais la façon de danser, mais qui était mal habillé, je lui disais pour qu'il s'améliore. Je pense qu'en plus, les gens le respectaient, ça, cette façon de faire le mieux possible. Les gens s'habillaient pour sortir. Les filles étaient maquillées à mort, et les gens ne sortaient pas en sweatshirt et blue jeans. Hein.
Les gens étaient habillés. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Coiffés, habillés, maquillés et tout, et assez impeccable. Hein. C'était pas un truc de souillon. Hein. Ça n'avait pas l'air d'un camp d'entraînement de sportif, hein, avec des sweatshirts et des choses comme ça. Ça y avait pas. Hein. Ça, non. Les gens avaient plaisir à s'habiller et pas mauvaise conscience à s'habiller. Je pense qu'à partir de 5 heures, ils ne pensaient plus qu'à une chose, quelle tenue ce soir au palace. Ben, c'est une très bonne discipline, figurez-vous. Je suis tout à fait pour. C'était très simple de s'habiller à l'époque. C'est comme dans les magazines maintenant, sauf que les gens ne le font pas dans la vie. Tu vois. Alors à l'époque, les gens le faisaient dans la vie. C'est une fille qui a un lâcher de ballon pour tout vêtement. Comme elle a des jambes immenses, c'est Wamé Schlumberger. Tu vois que des ballons rouges, tu vois, là, un chapeau comme ça, des ballons rouges. Et des trucs, mais somptueux. C'est plus que de la mode, c'était de l'invention pure. Les gens étaient des espèces d'animaux fluorescents qui avaient la capacité tout d'un coup de devenir sublimes. Et cette sublimité-là, en général, ne pouvait se développer qu'au moment où il fallait qu'elle se développe. C'était très, très concret, ces choses-là. Et c'est très marrant parce que j'ai connu quelques maris de nos amies, très jolies filles, qui regardaient avec inquiétude leur montre, l'air de dire « bon, allez, je vais encore rester, parce que d'abord, elle ne va pas rentrer sinon ». Et ensuite, j'aimerais bien quand même voir pourquoi elle passe toutes ces nuits dehors, dans un endroit où on se fait chier comme ça. Ils se faisaient vraiment chier, les pauvres. Et effectivement, il ne se passait rien. On dansait, on dansait, on attendait et il ne se passait rien. Et généralement, quand ces malheureux maris excédés vers 3h30, 4h moins le quart du matin, je ne sais plus quoi, finissaient soit par tirer par le bras leur femme, soit par dégoûter, lui arracher la promesse qu'elle n'allait pas tarder à rentrer, partaient comme par miracle, au moment où ils allaient le tourner, flash, tout s'allumait de partout et ça devenait effectivement l'endroit le plus brillant, le plus sublime du monde, où tout le monde était dedans. Qu'est-ce qu'on y faisait ? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On fait rien. On peut être là. Mais on était là tout d'un coup. Alors ça brillait de partout. Les gens étaient drôles, ils étaient beaux, ils étaient élégants, ils étaient dans le rythme, ils étaient dans la musique. Et tout d'un coup, il y avait cette espèce de truc. Et ça partait en flammes comme ça. Et ça terminait à 7h du matin, vautré dans les poubelles à la sortie, mort de rire, ou je ne sais quoi. Des gens se sont exprimés au Palace. Tout ce groupe qu'on appelait la bande à Bono, qui sont Christian Louboutin, Paquita, Farida, tous ces gens qui a été plein de ressources, de talents, et peut-être ils ne se seraient pas exprimés autrement, enfin ailleurs. Que te dire sur ces gens? Je veux dire, ils faisaient le mur, quoi. Les moins de 16 ans, quoi. Bon, donc j'en avais 15, Eva en avait donc 2 de moins que moi, Olivia en avait 1 de moins que moi, c'était 13, 14, 15, Vincent en avait 4 de plus, donc voilà, 21, genre. Non, 19. Enfin bref, c'était plutôt ces âges-là. Ils avaient des calots, ils avaient des uniformes, ils avaient des trucs... tu pouvais pas passer à côté, c'était charmant, quoi. Il y avait vraiment de quoi faire flasher des stylistes, et comme c'était bourré de stylistes, ça tombait bien. Je crois qu'on a influencé sur la liberté des mœurs, sur la liberté des gens, sur la liberté, sur la façon, comme je disais au départ, comme cette insouciance, la liberté du cul aussi également, il faut dire le mot. Parlons clairement, le sida n'était pas arrivé. C'est une des choses qui nous a aidés dans notre succès. Donc là, il y avait une liberté totale. Donc, tout le monde, c'était sensuel, tout le monde se draguait, en plus, tout le monde était beau. Fabrice prenait un soin excessif. Il disait que c'était le b.a.-ba, que c'est la première chose, c'était que les employés, les gens soient beaux, parce que le succès commençait déjà là. Qu'il fallait déjà que la vieille routière ou la vieille bourgeoise se rince les yeux quand elle arrive. Ou même le bourgeois qui paye. Que tout le monde était beau. Donc on avait un casting sauvage, sublime. Tous les employés étaient extrêmement bons dans cette combinaison de Thierry Mugler.
Voilà, on travaillait dans le sens de la beauté. On avait pris les trains de la qualité et la beauté. C'est vrai qu'il valait mieux avoir une belle gueule. C'est vrai, et encore, c'est pas évident. On a été cul de bite pendant 6 ans de notre vie. Ouais. Je crois qu'il fallait avoir une présence, une prestance, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, je crois qu'il fallait exister en fait, il fallait exister. Moi je peux te dire, je suis allé à 5 rendez-vous. Moi je suis allé à 5 rendez-vous par... Des fois il m'est arrivé à avoir 5 rendez-vous. À la fin je comprenais rien, je me dis mais tu es fou Charles. Donc j'allais le truc, mais tu vas même pour baiser là, au bout du deuxième coup tu ne baises plus parce que tu demandes de te déshabiller, ou tu dis non c'est trop tôt, j'ai besoin de sentiments. C'était n'importe quoi, c'était un délirium total. Quand on draguait les barman, c'était, il n'y avait pas de tabou, la porte était ouverte presque pour tout. On faisait des concours par moment. On faisait un concours du style à celui qui le baiserait la plus moche. Ouais, les cajots, la plus grosse. J'étais number one. J'ai eu la médaille. J'ai battu le record de pipe, mais je n'étais pas la seule à pouvoir sucer sans, après tout, les minés étaient là, les minous, et on était tous dégoulus. Moi j'étais très gourmande, mais tout souffrait, tout était là, il n'y avait pas de retenue. Là ici devant vous, vous avez 2 mecs. 53 nationalités, 52 nationalités. Ah ouais. Il m'a battu, la planète. Esquimau. L'esquimau. Esquimau, il s'est fait. Ah non, je l'ai pas fait. Si, l'esquimau. J'ai pas voulu me la faire, j'ai fait partager à tout le monde, mais moi j'ai jamais touché. On est en 52-52 alors. Ah ouais, moi j'ai pas touché. Il y a une beauté. Hein. Ah ouais, tu la vois dans la gonzesse, tu la vois dans des Playboy, tu te dis c'est... Souvent il fallait aller servir ou alors ramasser les verres. Et puis d'un seul coup, on nous entraînait et on dansait souvent sous la piste. Et je crois que ça faisait plaisir aussi aux clients de voir les barman se mélanger à eux, prendre leur temps, sans sentir que c'est un coup commercial. C'est pour ça que il y avait une certaine liberté dans une certaine discipline aussi, qui était assez... qui était jouissif, quoi. On était libre. On travaillait et à la fois on était libre. Elle venait avec son manteau à poil. Ah, elle était magnifique. Magnifique. Magnifique, c'était magnifique. Je dis magnifique, c'est les gonzesses que tu vois dans Playboy. Voilà. Red alert. Red alert. Take off your sneakers. Soirée étaient toujours organisées autour d'une période de mode, puisqu'on fêtait la mode. Et puis, il y a eu des grandes soirées qui étaient suivant ce qu'il se passait à Paris. Quand il y avait une énorme fête organisée par Fabrice, et où vraiment se pointait tout ce qu'il y a de plus brillant et célèbre et marrant et à Paris, la réunion de tout ça, ça devait ressembler d'assez près aux grandes fêtes chez les marquis vénitiens, à l'époque où Venise a pris son nom. Je pense que la fête de Karl était une des plus marquantes, dans sa folie et son délire. Les gens étaient moins blasés, plus désinvoltes, moins coincés, plus relax, plus détendu, ravi qu'il se passe quelque chose. Il n'y avait pas le côté on doit être là, oh on se fait chier mais on y va quand même. Non, les gens qui étaient là donnaient l'impression qu'ils étaient vraiment ravis d'être là. Hein. Quand tous ces gens sont arrivés dans la rue du Faubourg-Montmartre, déguisés, avec, comme à Venise, enfin c'était bon, du jamais vu, enfin, ou alors dans un autre siècle. Je pense que c'est Jacques de Bachet qui allait tous les soirs et qui prenait des verres avec Fabrice. On dit tiens, on devait faire des soirées, parce que depuis le succès équivoque du Moratoire Noir, tout le monde avait envie de faire une autre soirée, ça c'est sûr et certain, hein, ça avait un côté fruit défendu. Et puis, on m'a embobiné pour que je paye tout ça. Il y a eu quand même dans la nuit 4500 personnes, et je ne me souviens pas d'une seule tête qui n'avait pas fait un effort de déguisement. Et les gens n'avaient pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Ceux qui sortaient, l'argent ne jouait pas un tel rôle là-dedans. Hein. Ils avaient vraiment fait beaucoup
avec peu. Aujourd'hui, ils font peu avec souvent beaucoup. C'est la première fois que j'ai pu rentrer la tête haute, un peu soulevée, et qu'on m'a rentré en reine. En reine, pourquoi? Parce que je rentrais dans un milieu qui n'était pas le mien, et j'avais ma revanche. Très important. Enfin, une petite revanche. Et quand il y a une magie à un endroit précis, à un moment donné, les gens ont l'impression que c'est le centre du monde, il n'y a que ça qui compte, ceux qui sont ailleurs, c'est nul, il n'y a que eux qui sont bien, il y a eux qui sont dans le coup, et tout. Ben, c'était ça. C'était un moment magique, et les moments magiques ne peuvent pas durer, parce que tout ce qui a le nom magique ne peut pas durer. Et je suis resté toute la nuit, à l'année, j'avais l'impression d'être ultra pété de thunes, d'avoir moi-même mon royaume, mes courtisans, et j'avais enfin le sourire de ceux qui me trouvaient formidable d'avoir joué une chose. Cette fête sonnait un peu l'éclat des années 70 qui était plus insouciant et plus légère dans un sens, plus innocent dans un truc où l'innocence n'avait rien à voir, mais c'était pas sordide, c'était... les gens s'amusaient vraiment, on avait l'impression qu'ils s'amusaient. C'était pas un espèce d'amusement, de désespoir ou de je sais pas quoi. C'était s'amuser pour s'amuser. Ça ne voulait pas être politiquement correct, le mot n'était pas inventé. Donc les gens n'avaient pas non plus ce côté, tout doit être sponsorisé, une bonne œuvre, une bonne charité, on paye l'entrée pour les enfants du tiers-monde et je sais pas quoi. Non, ça c'était une soirée pour une soirée. Fabrice avait envie d'extérioriser le palace, c'est-à-dire en faire un peu une image comme ça qu'on peut transporter. Alors il y a eu 2 ou 3 occasions, des bonnes et des mauvaises. Comme le palace marchait très fort, Fabrice a eu envie de prendre de l'expansion, et donc il a ouvert un second palace à Cabourg, dans un ancien, je ne sais plus ce que c'était avant, un endroit très beau en tout cas, hein, très majestueux. Et donc il a affrété un train complet de Paris pour aller jusqu'à Cabourg. Le jour de mon arrivée au palace, c'était le 7 juillet 1917. Et donc, c'était un car qui devait emmener mes copains à Cabourg le jour où il y avait le train des VIP pour Cabourg. Tous les beautiful young people invités pour amuser les rich and famous, si tu veux, mais qui étaient quand même très défoncés, quoi. Ça piquait du nez, ça piquait sérieusement du nez. Et à l'époque, oui, tout le monde, on s'est tous drogués, quoi, à des choses ou à d'autres, avec je ne sais quelle substance à un moment donné, tout le monde, tous. Parce que c'était comme une espèce de colonie de vacances, comme ça, tout le monde chantait, il y avait ceux qui étaient complètement déjà amorphes, ceux qui étaient très en forme. Eva qui essayait de se remaquiller, le bus s'arrêtait, elle se prenait son rouge à lèvres dans les yeux, elle gueulait, c'était 3 heures de repréparation, un poil comme d'habitude, sauf que dans un bus c'est plutôt moins pratique. C'était aussi comme une monnaie d'échange, c'était une façon d'être et de vivre aussi les choses qui maintenant sont plus du tout, Une fois arrivés à Cabourg, les gens du train avaient un problème pour arriver à l'hôtel. Et nous, on était en car. On venait de se payer Paris-Cabourg, c'est long. Tu vois, même avec du champagne et des petits fours, et en plus, tout ce que tout le monde prenait à ce moment-là, c'est quand même un peu long. Et à ce moment-là, on a vu une espèce de bande de gens totalement chics et désespérés qui sortaient d'une gare et qui nous faisaient signe de nous arrêter. Et à ce moment-là, mais ça, je ne m'en souviens plus du tout, tout le monde a montré son cul par la fenêtre. Et puis une boîte, c'est un endroit, c'est un lieu, c'est une certaine hauteur de plafond, c'est des repères et ça se déplace pas, je veux dire. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois que le palace s'est déplacé, ça a toujours été un désastre. Le bidule, là,
dans une espèce d'aire de parking à la sortie de Saint-Tropez, le palace de Saint-Tropez, c'était épouvantable aussi. Il y avait 3 pelés, enfin bon voilà, typique, mais à nouveau c'est normal parce que le lieu est un lieu particulier. Moi, j'ai eu un petit clash avec Fabrice. Je suis parti pendant 6 mois parce qu'il y avait une désaffection du palace et que je trouvais que finalement, cette politique de porte ouverte à tout le monde, on avait su jusque-là la gérer en faisant à un moment en grande ouverture, à un moment en resserrant un peu les rangs par rapport à l'image des gens qui fréquentaient le palace et tout. Et finalement, effectivement, comme il y avait quand même le fric qui partait, l'argent qui partait, à un moment, il fallait laisser rentrer encore plus de gens pour pouvoir récupérer cet argent qui partait beaucoup. Tout d'un coup, on en a eu un peu marre de cette fête de l'humanité qui était devenue là-haut. Et on a eu envie de faire quelque chose de plus à nouveau élitiste, hein, un peu comme ça avait été le cas au 7, mais avec plus d'espace. Et Fabrice, à ce moment-là, je crois, a réfléchi à la chose. Et il y avait cette salle en bas où on avait fait du roller, des choses comme ça, qui était cette petite salle. Et à ce moment-là, moi, je devais faire un lieu dans Paris qui s'appelait le Salon. Et donc, à ce moment-là, Fabrice a été au courant, patati patata, et a décidé de faire un salon privilège à cet endroit-là. Et pour mon anniversaire, qui était à la fin de l'année, le 29 décembre, il avait décidé de faire ce lieu et que je m'en occupe. C'était complètement à l'opposé de là-haut. Complètement élitiste. Les employés, ils avaient tous de queues de pie faites sur mesure chez Cerruti. Moi-même, avec Paquita, on s'était fait un look un peu années 40. À Paquita, elle était en Chanel, un tailleur Chanel. Et moi, j'ai imité mon idole de tous les temps, Eric von Stroheim. À part la Minerve, j'avais tout le reste. Les crânes rasés, les Spencer blancs, les gants blancs, les monocles. Tout ça pour recevoir les gens. Si, la deuxième raison pour laquelle on a fait ce privilège, c'était tout simplement pour réhabiliter au palace une certaine clientèle qui, par rapport à la masse qui était là-haut, avait un peu désaffecté le palace. Il faut que tu sois là pour que tes amis soient là, au lieu d'être dans les boîtes concurrentes. Donc voilà. C'était le seul job, c'est-à-dire reçois-les bien, rince-les bien, amuse-les bien, fais qu'ils s'amusent, et c'est pour ça que tu es là. On ramenait ces gens dans un endroit plus luxueux, un peu plus fermé, parce que les gens peut-être étaient un peu fatigués de la grande masse et avaient tout de même envie de la masse, mais en même temps de pouvoir être aussi un peu entre eux. Et ça a commencé à le retransformer dans des habitudes plus parisiennes, les plus fortunes, enfin, moins démocrates, disons. Le palace, ce n'était pas seulement un lieu de fête, de musique, de rencontres, de toutes sortes, très, très sympathique et très chaud et très, très amical et convivial. C'était aussi, notamment grâce à ce lieu qu'on appelait le privilège, mais ce n'est pas seulement dans ce lieu, c'était partout, un endroit où résonnaient, je dirais, les bruits de la société, et un endroit qui en même temps renvoyait vers la société un certain nombre d'idées, de projets. Et Fabrice lui-même, donc, le dernier, est monté sur scène et a commencé à chanter La vie en rose avec une chanteuse dont je ne me souviens plus le nom. Donc l'hymne du palace, et on était donc quelques jours avant les élections de 81. Et c'est vrai que Fabrice était quelqu'un qui avait
pas mal d'idées qui politiques, plutôt de gauche. C'était pas, il n'était pas spontanément Mitterrand du tout. Il n'était pas non plus anti, je veux dire, c'était pas du tout le problème, mais en fait, il y avait eu une entreprise de séduction. Il avait rencontré Jacques Lang, il avait même... Jacques Lang était pas malvenu, qui n'était pas ministre. Et à la fin de la chanson, il a commencé à parler, et puis et il s'est un petit peu emballé, et il a demandé à tout le monde de voter Mitterrand. Alors j'imagine que cette entreprise de séduction, ce canvassing, comme disent les Américains, a dû se faire tout azimut, que c'est pas uniquement... Les socialistes, en tout cas, dans les années 80, ont tout à fait travaillé au bras-le-corps pour séduire. Puisque je l'ai très bien vu, au Palace. Je ne sais pas ce qui a déterminé Fabrice Eymer à nous apporter son soutien. Bon, il est probable, nous ne cherchions pas à obtenir le soutien des uns ou des autres. Si dans le programme de François Mitterrand figurait l'abolition de lois discriminatoires à l'égard des homosexuels, c'était par conviction. C'était pas par calcul électoral. Et puis de l'autre côté, il y avait l'influence de Pierre Berger. Pierre Berger avait demandé, depuis longtemps, de voter à gauche, de voter Mitterrand, de voter, etc. Et Fabrice avait une très grande admiration pour tout ce qui était l'univers de Pierre Berger, je veux dire, qui était un peu modèle pour lui. Je veux dire, c'était quelque chose qui le fascinait et qui en même temps, je veux dire, était une référence. Donc il y avait, ces deux influences avaient fait que il avait senti le besoin de l'engagement. Et le Palace s'est vidé. Tout d'un coup, on s'est retourné, puisque on a entendu, on était un peu surpris de cette emphase, et puis on s'est retourné, on a regardé le balcon, et il n'y avait plus personne au balcon, il y avait... les gens n'étaient pas d'accord, donc... ils sont partis. Personne ne s'attendait à ça. Donc, il fait ça. Moi, j'étais sur le cul. Parce que c'est tout ce que je désirais également. Mais alors, franchement, l'entendre de la bouche du prince de la nuit, ça faisait bizarre. Et bon, moi, je connaissais pas les incidences que ça pouvait avoir, mais les incidences, elles ont été très rapides. Ça a été... Donc, le privilège existait depuis pas très longtemps. Les VIP du privilège avaient reçu leur carte du privilège. Ils ont renvoyé leur carte du privilège parce qu'ils étaient contre cette prise de parti politique sur scène au Palace. Et tout d'un coup... ceux qui n'ont pas renvoyé la carte, ils l'ont laissé traîner, leurs enfants en ont profité, et leurs enfants, pour moi c'était le hiatus, quoi. Je veux dire, le tweed ne m'excitait pas, quoi, si tu vois. C'était ça, c'était le par-dessus en tweed, bon. Ça pouvait pas m'exciter, c'était pas marrant. À ce moment-là, franchement, j'ai commencé à sentir que le fait d'être là-bas correspondait à un travail. Et donc, tout d'un coup, pour moi, c'est devenu une chasse. Et donc, pendant peut-être 1 an, je me suis demandé, tiens, comment je vais essayer de partir, tu vois, parce que c'est difficile de partir avec quelqu'un avec qui tu as des relations comme ça. Et en plus, si tu apprends qu'il va pas bien, alors le jour où il est mort, j'étais contente de pouvoir partir. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est une délivrance, mais je pense que pour lui aussi.
AIDS.